Alors, dans cette vidéo, on va parler de QQplot et du théorème central limite. Mais tout d'abord, commençons avec le QQplot. Et pour en parler, considérons les choses suivantes. Donc, imaginons qu'on ait un échantillon de taille n qui soit représenté par l'ensemble ici qui contient donc toutes les observations de l'échantillon, x1 étant la première, x2 la seconde, et ainsi de suite jusqu'à xn la nème. Et puis on va considérer que chacun des x qui sont là-dedans, donc xi, est la réalisation d'une variable aléatoire grand xi. Ou plutôt, xi a été la réalisation d'une variable aléatoire grand xi, et ceci pour tous les i, donc pour i va de 1 à n. Alors ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de déterminer la fonction de répartition de ces xi. Alors on va faire une hypothèse ici, imaginez qu'on fasse l'hypothèse suivante, que xi suive la fonction de répartition f de x pour tous les i. Et vous voyez que cette fonction de répartition ici, elle n'a pas d'indice. Elle est la même pour tous les xi. Donc si on fait cette hypothèse-là, en fait, on fait l'hypothèse que les xi qui ont généré les petits xi avaient tous la même fonction de répartition et que cette fonction de répartition était grand f de x. Alors comment est-ce qu'on pourrait tester cette hypothèse? Eh bien, en faisant un test statistique. Et des tests statistiques, il en existe un très grand nombre. Mais ici, on va étudier celui du QQplot qui se construit de la manière suivante. Donc on commence avec les observations de notre échantillon de données et on va les trier dans l'ordre croissant. Ce que j'ai noté ici, à droite, on a l'ensemble des observations triées dans l'ordre croissant. Donc x1n, c'est la plus petite valeur dans notre échantillon, x2n, c'est la deuxième plus petite valeur, et ainsi de suite. Et on va comparer donc en quelque sorte ces quantiles empiriques à des quantiles théoriques qui sont QIN, qu'on calcule de la manière que vous avez ici sous les yeux. Donc la fonction de répartition qu'on a inversée, évaluée au point i moins 0,5 sur n, va nous donner notre QIN. Et on a un résultat théorique qui nous dit que si tous les xi sont distribués en effet selon la fonction de répartition f de x, alors on aura que xin sera à peu près égal à qin, qui est de nouveau, je vous répète, donné par ce terme-là. Et puis, plus n sera grand, évidemment, plus on aura une proximité entre ces deux termes-là. Mais normalement, il n'y a pas de déviation systématique. Ce xin est à peu près égal, normalement, à qin. Parfois, ça pourrait être un petit peu plus grand, un peu moins grand, et ainsi de suite. Et donc, si en effet xi suit la fonction de répartition f de x, et que c'est vrai pour tous les i, alors il sera vrai que xin sera à peu près égal à qin. Et donc, les points qin, xin, quand on les place sur un graphique, se trouveront autour de la droite y égale x. Parce que, de nouveau, si on réfléchit à ça, on aura que si effectivement tous les xi suivent cette fonction de répartition, alors ce résultat théorique sera vrai, et donc on aura que les xin seront à peu près égales au qin. Et donc quand on va former des points sur notre graphique avec qin et xin, comme ces deux choses-là, les deux coordonnées du point seront à peu près égales, eh bien ce qu'on va obtenir, ce sera des points qui seront à peu près alignés sur la droite à 45 degrés, qui est y égale x. Et donc c'est le graphique que je vous ai fait ici sur l'exemple 1, où on voit qu'effectivement tous les points que j'ai inventés, que j'ai imaginés, sont à peu près alignés sur cette droite à 45 degrés, et donc il n'y a pas de déviation systématique d'avec la droite y égale x, et donc il est probable qu'en effet les xi suivent la fonction de répartition f de x. Ça ne veut pas dire que c'est certain, ça veut dire que effectivement là on vient de faire passer un test et ça a l'air de montrer que oui c'est vrai, c'est cette fonction de répartition qui a généré nos données. Par contre, dans l'exemple 2, vous voyez que là, nos points ne sont pas alignés sur la droite à 45 degrés et qu'on a même une courbe qui fait qu'on a une déviation systématique de nos points par rapport à la droite à 45 degrés. On voit qu'avant ce niveau-là, les points sont toujours au-dessus et ensuite ils ont l'air de continuer au-dessous. Et donc, en faisant ce graphique-là, pour cet exemple 2, donc, on voit qu'on a tendance à avoir une déviation systématique. Et donc, il est probable que ça ne soit pas vrai que les xi suivent tous f de x. De nouveau, ici,
c'est juste une indication, ça ne veut pas forcément dire que notre conclusion est définitive, c'est juste, ouais, comme j'ai dit, c'est juste une indication. Alors imaginez en fait que vous soyez dans le monde réel et que vous ayez fait un QQ-plot, donc à la base vous avez des données et vous avez fait une hypothèse par rapport à la loi que pouvaient suivre ces données. Vous faites un QQ-plot et vous voyez que vous êtes dans l'exemple 1, c'est-à-dire que vous avez une assez bonne confiance dans le fait que la loi que vous avez sélectionnée, la fonction de répartition, c'est effectivement la fonction de répartition qui a généré vos données. Si c'est le cas, eh ben, vous serez assez content parce que si vous êtes amené à rencontrer des nouvelles réalisations de votre processus aléatoire, eh ben, vous savez à quoi vous attendre dans le sens où vous allez pouvoir calculer l'espérance des prochaines réalisations, également les variances, la médiane et tout un tas d'indicateurs comme ça qui vous donnent de l'information par rapport à quoi vous devez vous attendre. Et puis maintenant, venons-en au théorème central limite, qui est un théorème qui est assez important dans la théorie des probabilités. Et donc il s'énonce comme suit. Imaginez qu'on ait n variables aléatoires, de x1 à xn, qui sont toutes indépendantes entre elles et identiquement distribuées. Et le terme identiquement distribué, ça veut dire qu'elles ont toutes la même fonction de répartition. Et puis, imaginez aussi que x1 est la fonction de répartition f de x, qu'il ait l'espérance mu et la variance sigma carré. Alors, étant donné que tous les x là sont identiquement distribués, ça veut dire que si x1 a ces caractéristiques-là, également tous les autres x auront les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la fonction de répartition f de x, l'espérance mu et la variance sigma carré. Ensuite, on définit grand X bar n comme étant donc 1 sur n, somme des grands X pour i va de 1 à n. Et donc ici, grand X bar n, si vous voulez, c'est la moyenne qu'on va calculer sur les variables aléatoires grand xi, mais c'est, x bar n est une variable aléatoire lui-même, étant donné que c'est une somme de variables aléatoires. Et il ne faut pas confondre ça avec la moyenne empirique qu'on calcule à partir des données, petit x bar n, qui lui n'est pas une variable aléatoire dans le sens où c'est une somme de choses c'est une somme de constantes, de données qu'on a déjà, qui ne sont pas des variables aléatoires. Donc on définit grand x bar n comme on l'a fait ici, et on sait que grand x bar n est une variable aléatoire. Alors ensuite, grand x bar n moins une constante qui est n fois mu, et le tout divisé par une autre constante qui est sigma lui-même divisé par racine de n. Alors tout ce terme-là, si on le considère comme un tout, c'est encore une variable aléatoire, parce que c'est une variable aléatoire auquel on a soustrait une constante, et ensuite on a divisé tout ça par une autre constante. Et donc cette variable aléatoire-là, que vous avez, que j'entoure, le théorème central limite énonce que dans les conditions qu'on avait ici au début, quand n tend vers l'infini, alors tout ce terme-là est distribué avec une loi normale 0, 1, donc avec une espérance de 0 et une variance de 1. Et ceci, c'est ça la puissance du théorème central limite, c'est que peu importe la distribution initiale de chacun des x ici, quand on va calculer la moyenne sur ces x et qu'on enlève la bonne constante ici et qu'on divise par la bonne constante, alors tout ça, quand n va tendre vers l'infini, va être distribué comme une loi normale 0, 1. Et donc, si n est grand mais pas infini, mais plus n va grandir, plus la distribution de ce terme-là va s'approcher de la loi normale 0,1. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici, si n est grand, sous-entendu pas infini, mais grand seulement, on aura que ce terme suit approximativement, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le a ici en rouge, une loi normale 0,1. Et puis, alors, le fait que le terme ici suive une loi normale quand n tend vers l'infini, ça c'est une démonstration que vous verrez peut-être plus tard dans un autre cours au sein de votre cursus. Par contre, le fait que l'espérance soit 0 et la variance soit 1, vous pouvez essayer de vous entraîner à le démontrer, c'est pas très difficile. Il faut juste calculer l'espérance de tout ce terme-là et la variance de tout ce terme-là en tenant compte des propriétés de l'espérance et de la variance, mais également de ce qu'on a énoncé au début. C'est-à-dire que les termes ici sont indépendants et identiquement distribués avec ces caractéristiques. Et pour calculer l'espérance et la variance, pour montrer que c'est égal à 0 et à 1, alors là, vous n'avez pas du tout à faire appel au théorème central limite, ce sera tout le temps vrai. Et pour vous aider, si vous voulez, j'ai calculé ici, mais je vous conseille aussi de vous entraîner vous-même à faire ce calcul-là.
Donc mettez pause, éloignez vos yeux de l'écran pour le faire de votre côté. Mais je peux vous commenter rapidement les calculs que j'ai fait ici. Donc l'espérance de x bar n, eh bien c'est l'espérance de ce terme-là. Alors on sait que quand on a un coefficient ici devant une variable aléatoire dont on calcule l'espérance, on peut sortir le coefficient devant l'espérance, ce que j'ai fait pour le 1 sur n ici. Et donc j'ai 1 sur n, espérance d'une somme, mais on sait que l'espérance d'une somme peut être réécrite comme la somme des espérances, ce que j'ai fait ici. Et puis ici, étant donné qu'on est en train de sommer n fois l'espérance de xi, mais que l'espérance de xi c'est la même pour tous les i, et c'est égal à mu, comme on avait dit là-haut, alors ce terme-là, on somme n fois une constante, et cette constante c'est mu, donc on peut remplacer cette somme par n fois mu. Et donc on obtient finalement que l'espérance de x bar n, c'est égal à 1 sur n fois mu, et donc les n se simplifient et on a seulement mu. Ensuite, on peut calculer aussi la variance de x bar n. Alors de nouveau, on dit que c'est la variance de ce terme-là. Quand on a la variance d'une variable aléatoire fois un coefficient ici qui est une constante, on peut sortir ce coefficient, mais on doit le mettre au carré, ce que j'ai fait ici. Et ensuite, comme j'ai marqué en rouge, si pour la variance d'une somme, si les termes qui sont sommés sont tous indépendants les uns des autres, alors la variance d'une somme est égale à la somme des variances. Notez bien que s'ils ne sont pas indépendants, on n'a pas cette propriété-là pour la variance. Mais comme on fait l'hypothèse ici qu'on a cette propriété-là, alors on peut réécrire 1 sur n carré fois la somme des variances des variables aléatoires qu'on a ici. Et là, de nouveau, toutes ces variables aléatoires, tous les xi, ont la même variance que j'ai dit être sigma carré. Et donc, on a 1 sur n carré, somme de 1 à n de quelque chose de constant qui est sigma carré. Et donc, comme précédemment, on aura la somme ici qui sera simplement égale à n fois sigma carré. Et donc, on réécrit tout ce terme-là comme étant 1 sur n carré fois n fois sigma carré. Et de nouveau, on simplifie ce qu'on peut avec les n et on obtient finalement sigma carré sur n.